Alors, du coup, Émilie, là, je t'invite au niveau du direct. Super! Ça va? Oui, tu m'entends bien? Ouais, c'est bon. Donc, tu n'as pas d'AirPods finalement, mais tu as réussi à trouver des écouteurs. Mm. Donc, tu On auras m'a peut-être prêté ce qu'il fallait. Écoute. Ah, c'est bien. Tu auras moins de soucis parce qu'Émilie a fait un précédent live sur Facebook et il y avait eu quelques petits soucis. Donc là, c'est nickel. Ah, alors pour le Alors, coup, faut... moi, t'es tout Ah, haché pour moi. c'est vrai? Tu me vois mal? Non, mais je comprends ce que tu dis, c'est bon. Non, non, je te vois bien, mais le son est haché. Ah mince. Et là, tu m'entends Mais bien ou là, ça va. ça Là, a c'est chier très bien. encore? Ouais, c'est parfait. C'est peut-être parce que t'étais en train de De marcher, tu sais. bouger? On va dire que Ok. c'était ça. Ouais. Alors du coup, c'est mon premier live aussi, Mini. Donc je regarde juste un peu comment ça fonctionne. Pour ceux qui nous regardent, si vous posez des questions, on va sûrement y répondre à la fin pour que on soit pas perturbé parce que parfois on peut être coupé avec une question et après on sait plus ce qu'on était en train de dire. Je sais pas si t'es ok avec ça, Mini. Ouais, ça me va, ouais. Ça te va? Bon, Apparemment, le nickel. son est bon pour toutes les deux. Bon bah super. Thomas est aux Tant mieux. aguets en train de regarder. Bon, bah nickel. Donc là, on fait un live sur la rééducation périnale masculine, ça qui tombe bien pour ce mois de Movember, et avec Émilie Cerruti, qui est kiné au CHU de Besançon, dans le service Salut d'urologie. Sabrina. C'est Ah ça. oui, coucou Sabrina. Ouais, donc donc toi, tu fais que la rééducation périnale homme ou tu as aussi de la femme? Absolument pas. En fait, je suis dans un service d'urologie et contrairement à ce qu'on croit, c'est pas les femmes en gynéco et les hommes chez l'urologue. C'est bien plus varié que ça, l'urologie. Il va y avoir, enfin moi, du coup, je vais pouvoir faire vraiment tout ce qu'on va faire en périnéologie. Donc que ce soit l'homme et toutes les pathologies masculines, hein, de la dysfonction érectile aux problèmes d'incontinence anale chez l'homme aussi, par Ouais. exemple, chez la femme, les descentes d'organes, tous les types de troubles vésico-sphinctériens et les algies aussi, les douleurs Ok. et bon, tout ce qui est rééducation anorectale également. Donc Et ça, c'est génial, parce qu'on n'a pas souvent de ouais, postes là-dessus à l'hôpital. Donc ça, c'est top. ouais, Il a c'est été vrai. créé Et quand alors le en plus, poste? juste pour la petite anecdote, donc on a aussi la même chose en uropédiatrie. Là, c'est Ah, une ok. autre kiné qui fait ça, mais en fait, ouais, on est deux. Il y en a une chez les adultes et une chez les enfants. Ah, ça, c'est top. On est vraiment Et complet. ah, Ouais. j'avoue, ça, c'est nickel. Et toi, t'as travaillé à Besançon en libéral aussi, en périnéo? Alors, j'ai été en libéral un tout petit peu avant d'arriver à l'hôpital. Oui, pas beaucoup, genre juste 6 mois après le DE. Et bah après, j'ai eu cette opportunité au CHU. Le poste, il a plus de 30 ans maintenant, je pense. Ok. Il y a un petit moment, oui. Ben, il a été créé principalement à cause du manque de professionnels dans la région. En fait, la Franche-Comté, c'est pas une région très vaste, mais il y a aussi très très peu de professionnels et encore moins dès Hmm. qu'ils font de la rééducation périnéale, encore moins de la rééducation périnéale masculine. Et Ouais, c'est clair. fut une époque où le chef de service avait dit ben moi je veux que mon kiné au lieu de ne faire que de marcher les gens dans les services, enfin qui se contente de faire la prise en charge de rééduc globale donc qu'on peut s'attendre à l'hôpital, il soit aux consultations et qui s'occupe de mes patients parce qu'il ne sait pas parce qu'il savait pas où les envoyer en fait. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Alors, excuse-moi, je bouge, Émilie, parce que je me rapproche du Wi-Fi. Peut-être que c'est pour ça que c'était haché aussi. Est-ce que tu m'entends bien? T'as Ouais. pas de souci de son? Nickel. Et est-ce que dans ton Non. activité à l'hôpital, tu as moins de... Est-ce que tu as des motifs de consultation différents par rapport à ton activité en libéral? Oui, alors ça a rien à voir. On va dire que la moitié de mon activité, elle est comme de la kiné classique en libéral, où on va faire des séances de rééducation complètement classiques. Enfin, voilà, le patient il vient entre guillemets, c'est une première orientation. Je fais un bilan classique comme tous les kinés devraient faire, et s'en suivent les séances. Ensuite, il y a aussi toute une activité d'expertise, on va dire, avec les chirurgiens, où on va se contenter de bilanter des personnes en vue de RCP ou de choses comme ça, Ouais, tout à fait. Mm. qui ont été des fois opérés plusieurs fois et où il y a des échecs, parfois des échecs de rééducation aussi. On comprend pas pourquoi, parce que c'était une incontinence simple et
et la rééduque aurait dû marcher. Et donc, des fois, ils vont me demander de revoir ces patients-là. Et Ouais, après, l'autre chose un petit peu plus particulière, c'est vrai, c'est que l'avantage d'être en salariat, c'est qu'on a le temps. Je suis pas ouais, mal. Enfin, j'ai la chance de pas être au rendement entre guillemets. Moi, si je passe une demi-heure ou une heure avec les patients, je serais payée pareil. Et c'est vrai que du coup, ah Pauline, coucou. Et c'est une ancienne étudiante. Et coucou Pauline. voilà, tu peux. Et comment? Donc, tu as un travail Donc vraiment au ça m'a niveau de l'équipe, perturbée, quoi. tu vois. Tu es dans Et, l'équipe euh, déjà et tu as des et médecins à disons que non, proximité. voilà, ça va nous permettre de prendre en charge en fait des cas vraiment complexes après des violences, des choses comme ça qui permettent vraiment du coup de passer beaucoup de temps avec les patients et voilà, ça offre quand même d'autres opportunités que ce Ouais, qu'on tout peut à faire fait. en libéral. Ouais. Et là, c'est vraiment dans la pluridisciplinarité. T'es vraiment, tu bosses avec C'est ça, tes prescripteurs, quoi. Donc ça, c'est cool. c'est ça, Au c'est niveau, ça, c'est tout à fait ça. on va du coup se réaxer et recentrer un petit peu plus et on va parler peut-être des pathologies Sur que le... l'on rencontre en kiné. Donc, par exemple, on peut commencer avec Ouais, donc l'adénome de la prostate. Voilà. ouais. Donc, c'est la prostate Alors, qui grossit. Dis-moi, ouais. tu m'entends? Non, 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 non. Alors en fait, oui, je t'entends bien. Alors en fait, c'est vrai que il y a souvent on entend parler des hommes qui vont dire j'ai la prostate. Ouais, tout J'ai à la fait. prostate. En Mm. fait, bah, ça veut pas dire grand-chose. Il y a deux pathologies principales pour la prostate. Ce qui va être commun chez la plupart des hommes et ce qui est physiologique et c'est l'adénome de la prostate. C'est donc la prostate qui va grossir, qui va Avec le au bout d'un vieillissement. certain Ouais, temps, si elle devient trop grosse, donner des symptômes. Donc les gens vont se relever plus souvent pour faire pipi la nuit, ils vont avoir ouais, un jet qui va être plus faible, ils vont avoir du mal à des fois tout à fait. Ouais. déclencher, ils vont être obligés de faire pipi assis ou plein de choses un petit peu comme ça. Et puis, mais c'est juste la prostate qui grossit de façon physiologique, effectivement, et c'est bénin. Et l'autre chose, c'est le cancer de la prostate. Et Tout à lui, fait. c'est une tumeur cancéreuse, comme son nom l'indique. Et pour le coup, sa découverte, elle est plutôt fortuite parce qu'en fait, comme elle touche pas la même partie de la prostate, elle ne va pas donner de symptômes urinaires. Ou alors, quand le cancer donne des symptômes urinaires, c'est qu'on est à un stade très Ouais, très avancé avancé, ouais, tout à du fait. cancer. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux dépister après 50 ans, c'est ça? C'est après 50 ans? C'est ça. Ouais. Donc c'est un Alors, des le cancers les plus dépistage, fréquents chez l'homme. c'est le cancer le plus fréquent, la troisième cause de mortalité chez l'homme par cancer, ouais. Ouais. Tu voulais dire quelque chose sur le dépistage Mais c'est peut-être? pas. Non? Oui, je pense que. Non, si, juste, c'est pas parce qu'on se fait dépister, c'est pas parce qu'on nous dit qu'on a un cancer de la prostate, d'ailleurs, qu'on va nous traiter de notre cancer de la prostate, parce qu'on peut Oui. avoir un tout petit cancer et une toute petite élévation de ce qu'on dose dans le sang, et c'est pas pour autant qu'on va vous ôter la prostate tout de suite et qu'on va avoir toutes les conséquences dont on va parler tout à l'heure. Ça fait des années que maintenant on prône la surveillance active. En fait, juste on vérifie que le cancer il évolue pas, et tant que le cancer il évolue pas, eh ben on va rester comme ça. Et c'est un petit peu le problème du dépistage où oui, c'est pas parce qu'on se fait dépister et qu'on découvre qu'il y a quelque chose qui va pas qu'on va forcément le prendre en charge de façon invasive avec des séquelles derrière. Et c'est ça qu'il faut Est-ce- bien comprendre par rapport au dépistage, je pense. Et donc du coup, le chirurgien touche à la prostate. Donc il peut toucher partiellement si c'est un adénome ou totalement si c'est un cancer de la prostate. Et est-ce que Ouais, tu peux nous les deux expliquer, en fait. ouais, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on intervient en préopératoire? En préopératoire du cancer de la prostate, alors, Oui, même si en fait selon pour si tu les veux. adénomes, il y aurait quelques indications parfois à faire de la rééducation préopératoire aussi, quand on sait qu'il y a des gros facteurs de risque avec des très grosses prostates où il y aura des symptômes derrière, ce serait pas complètement idiot d'envisager une rééducation aussi préopératoire comme on le fait de façon plutôt systématique pour les cancers. Et on va intervenir en amont de l'intervention, principalement pour expliquer déjà, je pense que c'est très très important, enfin dans le service au CHU de Besançon, on attache une part très importante à l'explication qu'on va donner aux patients. C'est très important, je pense, qu'ils comprennent ce qui lui arrive, qu'ils sachent où il va Ouais, tout et à fait. qu'ils sachent du coup ce qui va se passer et le parcours de soins qu'il va avoir pour ne pas subir justement toutes ces problématiques.
l'homme qui va avoir un cancer de la prostate, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est pas malade en fait. Il a aucun symptôme, il va bien. On va lui dire, monsieur, vous avez un cancer de la prostate. Et le souci, c'est qu'il va devenir malade finalement une fois qu'on lui aura enlevé son cancer parce qu'il aura des fuites urinaires et parce qu'il aura une dysfonction érectile. Et du coup, c'est important de bien expliquer tout ça aux patients avant l'intervention. Donc, je pense que la plus grosse partie, elle est vraiment là. Et puis, qu'ils comprennent la physiologie et la physiopathologie de ce qui va se passer, comment nous, on va pouvoir intervenir là-dedans, et qu'ils prennent déjà conscience de son corps à lui, de son plancher pelvien, éventuellement qu'on détecte quelques problèmes avant s'il y en a, parce que tout ça, ça va être beaucoup plus simple à faire avant l'intervention que en post-opératoire, où il y a déjà des petites complications parfois, et aussi pour lui de se placer dans une position d'apprentissage. Donc en préopératoire, je dirais que c'est vraiment l'information, et puis l'information, et puis la... Il y a des patients qui découvrent qu'ils ont un périnée aussi, du coup en préopératoire, parce qu'on leur parle de la rééducation périnéale, la plupart. Ouais. La plupart, oui, je pense, ouais. Ouais, et puis ils ont peut-être plus conscience du périnée postérieur, de serrer l'anus, que de verrouiller à l'avant, quoi. C'est ça, c'est tout à fait ça. Oui, je te rejoins pas mal là-dessus. Ben, après, moi, d'ailleurs, je commence toujours par leur demander, montrez-moi ce que vous faites pour retenir un gaz, parce que en général, c'est ce qu'ils connaissent beaucoup mieux, et ça les situe assez facilement, au niveau de la bonne zone. Donc, quand on leur dit qu'ils ont, par exemple, un cancer de la prostate, toi, tu les vois à quel moment pour leur expliquer, justement, dans le parcours de soins à l'hôpital, comment ça se passe? Alors, nous, à Besançon, après, c'est vraiment comme ça qu'on est organisé dans le service. Hein. Il y a des méthodes différentes en fonction des centres hospitaliers. Le chirurgien va faire la vraie consultation d'annonce à proprement parler, où il va évoquer le diagnostic à proprement parler de cancer. Après, moi, je dis toujours, les gens, ils sont pas naïfs. Ils ont fait au moins une série de biopsies avant. Ils savent très bien pourquoi ils ont fait la série de biopsies. Ils viennent pour avoir le diagnostic, enfin le résultat de cette biopsie. Donc, ils sont pas complètement étonnés non plus. C'est jamais fortuit à ce point. Hein. Les examens qu'ils ont fait avant les ont préparés à avoir un résultat. Le chirurgien va leur dire, donc effectivement, pourquoi pas, soit les biopsies, tout va bien, il y a rien, soit, donc effectivement, c'est un cancer. Ils vont rester ils vont leur expliquer qu'on va les prendre en charge. Ils leur proposent toutes les alternatives thérapeutiques qui vont exister. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même pas le chirurgien qui décide tout seul. Hein. Tous les dossiers, ils passent dans des réunions pluridisciplinaires avec des oncologues, et on va proposer au patient le meilleur traitement pour lui, qui ne sera pas forcément la prostatectomie. L'opération, elle est réservée qu'aux hommes plutôt jeunes à qui il reste une espérance de vie suffisamment longue. Les personnes plus âgées, on ne verra pas. Et après, dans les semaines qui vont suivre, les patients, ils vont revenir, en fait, ils auront un rendez-vous avec moi, donc pour parler principalement de l'incontinence urinaire. Oui. Ils vont avoir ensuite un rendez-vous avec un andrologue qui va parler principalement de la dysfonction érectile. Alors bon, on peut être un peu interchangeable en fonction de qui est disponible ou pas disponible, parce que bon, les chirurgiens sont toujours un petit peu moins disponibles. On peut très bien nous traiter de la dysfonction érectile à leur place. Ils vont aussi voir les infirmières. Tout ça, ça fait partie du parcours personnalisé de soins. C'est un truc qui est obligatoire normalement dans le parcours du patient qui a un cancer. Malheureusement, c'est pas toujours développé comme ça pourrait l'être dans tous les centres hospitaliers. Et ça, on le fait au moins 3 semaines. Alors, hors période Covid, bien évidemment. On le fait au moins 3 semaines avant l'intervention. Et avant l'intervention, ouais. Et comme ça, en fait, c'est à cause de moi qu'on fait ça au moins 3 semaines avant l'intervention, parce que c'est le bon timing pour commencer la rééducation préopératoire, et pour faire venir les gens qu'une seule fois. On les fait venir à peu près 3 semaines avant l'intervention. Il faut qu'on précise, la rééducation préopératoire, en général, c'est quelques séances. Le temps que la personne ait bien conscience de comment ça fonctionne au niveau du périnée, c'est pas 20 séances, 10 séances. Ça doit pas être 20 séances, et ça devrait pas, selon moi, être de façon systématique du travail invasif avec une sonde non plus. Pour moi, le travail avec la sonde en préopératoire, il doit être réservé aux patients qui auraient des grosses difficultés en fait, soit à localiser leur périnée, soit parce qu'il y a déjà une inversion de commande, enfin une pathologie, on va dire, avant l'intervention, plus que ce dont on peut en attendre chez un patient qui va bien, qui n'est pas malade. D'ailleurs, on ne devrait pas appeler ça de la rééducation préopératoire. Enfin, moi, je suis toujours un petit peu embêtée avec ce terme-là, parce qu'on rééduque pas les patients avant l'intervention.
On Ouais, les éduque plutôt, c'est ça, exactement. mais C'est en beaucoup tout de cas, discussions, de prise de conscience. Et puis, si la personne ouais, contracte bien, il n'y a pas d'intérêt à faire un travail invasif. c'est C'est quand ça. même pas très Moi, agréable de travailler invasif. Donc... et puis de toute façon, la rééducation par rapport au cancer de la prostate, c'est une rééducation où, alors, comme dans toutes les rééducations, j'ai envie de dire au XXIe siècle, mais encore plus celle-là, puisqu'on parle d'un muscle qui est interne et sur lequel on ne va pas pouvoir avoir, nous, d'action directe. euh, on va devoir autonomiser les gens à fond parce que c'est eux qui vont devoir pouvoir contracter leur musculature seuls. Et si en préopératoire, on commence déjà à faire que des séances où ils ne sont pas, eux, actifs et impliqués dans leur rééducation, bon sens, parce que c'est c'est les mettre directement dans un schéma qu'on veut pas, en fait. Ouais. Donc si dès le début on en fait moins mais qu'on leur explique que ça va être à eux de faire, ben, je pense qu'on y gagne beaucoup par la suite. Ouais, tout à fait. Donc après, donc, ils font la rééducation préopératoire qui, on précise, n'est pas toujours faite. Parce que c'est vrai que parfois, je Tout reçois à des fait, patients qui n'ont pas c'est ça, eu de rééducation c'est ça. préopératoire. Bon, et puis il y a Voilà. le chirurgien qui va dire 2-3 fois serrer les fesses ou bloquer le jet quand vous faites pipi, et puis ça suffit. Ouais. Et ça suffit pas finalement. Non, ça suffit pas. On a beaucoup trop de patients qui, alors pour le coup, même moi, c'est moi qui les ai tous vus en rééducation préopératoire et malgré ça, malgré le temps qu'on prend pour leur expliquer, malgré voilà tout ce qu'on fait, il y a encore beaucoup de patients qui, pourtant, après l'intervention, ils ont l'impression enfin, on aurait l'impression qu'on leur a pas dit, hein, qu'ils n'ont pas compris et tout ça. Donc c'est d'autant Mm. plus important. Ouais, tout à fait. Et la grosse différence, du coup, eux, ils vont se faire opérer, par exemple, et toi, Ouais, tu vas intervenir plutôt, du coup, à l'hôpital, ouais, quand ils seront toujours avec la sonde urinaire. c'est ça. Est-ce que tu peux préciser un petit peu, du coup, ce que c'est En fait, dans le parcours du patient, tous les patients ils vont sortir de l'intervention, quelle que soit la voie d'abord, que ce soit avec le robot, que ce soit en la voie ouverte, etc. Ils vont sortir avec une sonde urinaire qu'on va leur faire garder à peu près 7 jours. Alors là encore, plus ou moins en fonction du patient, de la chirurgie et des complications éventuelles qui ont pu se produire. Mais pendant qu'il y a la sonde urinaire, il n'y a pas d'indication à faire les exercices puisque de toute façon, la sonde urinaire, elle passe à travers l'urètre? l'urètre et donc à travers le sphincter, donc ce serait un petit peu compliqué. Mais dès l'ablation de la sonde, en fait, ils viennent tous qui rentrent à la maison ou qui restent hospitalisés le temps qu'ils aient leur sonde urinaire. On va, dès l'ablation de la sonde, c'est là qu'on va voir du coup s'il y a des fuites ou pas et combien. Donc on les fait boire. On attend de voir comment ça se passe, leur première miction. Et à la suite de ça, ben, on va refaire les exercices, on va les adapter. Donc moi, le jour où on ôte la sonde, je les revois tous et on prend en charge dès le moment-là des fuites et l'auto-rééducation parce qu'après, ils vont repartir pour à peu près un mois chez eux. Au bout d'un mois, ils reviennent voir le chirurgien en visite de contrôle post-opératoire. C'est à ce moment-là qu'il prescrira ou non de la kiné s'il y a besoin. Mais en tout cas, pendant ce mois-là, les patients, ils restent pas sans rien faire. Ils ont eu un protocole d'exercice à faire à la maison. Et c'est là l'intérêt de la rééducation préopératoire aussi. C'est qu'en fait, si le patient, il était autonome avant l'intervention, on a juste à lui réexpliquer, ben, vous allez faire ça, ça, ça. Vous savez, on adapte. On donne 2-3 conseils supplémentaires par rapport au cas particulier du patient. Et puis, du coup, c'est lui qui fait pendant tout le premier mois. Ouais, ouais, très bien. Après, parfois, le protocole n'est pas toujours donné, attribué selon les villes et puis les parcours de soins. Enfin, moi, c'est vrai que je reçois des patients, tu vois, ils n'ont pas eu de protocole forcément. Et je les reçois Non, au ouais, moins un mois après, après en libéral. ouais, alors Ouais. après, voilà, ça, c'est le Ah, partage des infos. d'expérience Ouais. de comment on s'organise, nous, depuis plusieurs Mais ça, c'est super bien. dizaines d'années maintenant. Donc, Comme ça, voilà. ils ont déjà quelque Mm. chose à faire à la maison tout de suite. Ils sont pas passifs, ils sont directement en train. Et puis, on évite la C'est ça. sédentarité aussi une C'est fois ça. qu'ils enlèvent la sonde, quoi. On leur dit de bouger, C'est de... exactement ça. Après, moi, je leur dis toujours, il vaut mieux aller marcher que de passer sa journée à faire des exercices sur le canapé. Hein. Ça a aucun intérêt. On reprend une activité physique, même avec la, ça n'empêche pas de marcher. Il faut maintenir son activité physique. Euh, le, le plancher, enfin, les muscles qui constituent le périnée, c'est des muscles comme les autres muscles du corps. Moi, on en fait, il n'y a pas de raison.
si on reste sédentaire qui se renforce comme par magie. Donc le plus C'est important, c'est ça. déjà de se bouger et puis après de faire les exercices spécifiques peut-être. Et du coup, en rééducation post-opératoire, tu vois ceux qui ont encore des fuites urinaires. Est-ce que tu les vois à l'hôpital aussi ou ils vont Ouais, en libéral? ouais, station externe à l'hôpital. Alors après, ça dépend vraiment. On essaye le plus possible de réorienter les patients dans les cabinets où il y a des kinés qui sont formés à la rééducation périnéale. Après, ben, malheureusement, c'est pas toujours possible. Et donc, Parce s'il y que a tous les kinés personne, ne sont pas formés là-dessus, c'est pour ça peut-être que tous les kinés ne sont ceux... pas formés à la rééducation Voilà, c'est pour périnéale, ça. malgré ce Mm. que dit notre diplôme. Ensuite, en Oui, rééducation périnéale, la majorité vont faire que du postpartum, et même chez la femme, ils vont pas prendre toutes les prises en charge périnéales chez la femme, chez l'homme encore moins. Puis on parle pas de l'anorectale parce qu'on dépasse le sujet de la on conversation fera un autre d'ici. live, Émilie, pour la nourriture. Non, non, mais voilà, en fait, on essaye le plus possible de réorienter. Et d'ailleurs, j'essaye de former les gens, tous les kinés aux alentours, ils le savent, on essaye de faire des formations. Et d'ailleurs, on a un super projet avec le réseau d'oncologie, justement, Bourgogne-Franche-Comté, de mettre en place une formation là pour les kinés qui souhaiteraient se former, parce qu'on galère en fait vraiment à trouver des À trouver quelqu'un. interlocuteurs Et les patients enfin, galèrent la aussi. Parfois, vocation ils font beaucoup de kilomètres c'est ça, ouais, pour venir c'est voir ça, c'est tout à son fait ça. kiné en libéral. Ouais. Bah, il y a un département où je crois qu'il y a presque plus personne qui fait. Donc, du coup, ils ont au minimum une heure et demie de route, ouais. Ouais. Ouais, vache. Et puis souvent, on a des patients âgés, donc une heure et demie de route, C'est ça. ça dépend à quel âge, mais ça peut être vraiment compliqué pour le patient, quoi. Mm. Oui, des fois, on Est-ce se retrouve que, avec des factures de VSL, on les voit qui sont bien supérieures au prix de la consultation du kiné. concernant les troubles érectiles, est-ce Ouais. que ils t'en parlent les patients, ils en parlent plutôt au médecin, comment ça se passe? Non, alors moi, il m'en parle puisqu'en fait, je leur en parle en préopératoire avec le chirurgien qui est spécialisé là-dedans ou moi toute seule. On leur en parle vraiment déjà beaucoup en préopératoire. Et ensuite, en post-opératoire, on va les suivre de ce côté-là aussi. Comme c'est finalement moi qui vais les voir le plus souvent pour ceux qu'on va suivre sur le CHU, les chir vont les voir tous les 3 mois, tous les 6 mois ensuite, alors que moi, je les vois toutes les semaines. Donc, du coup, c'est Ouais, vraiment... je vais bah, vraiment, t'es et c'est important, ça l'interlocuteur c'est de un proximité, message, quoi. s'il y a Mm. des kinés qui, voilà, il faut pas hésiter à en parler aux patients, même si on n'a pas forcément toutes les réponses aux questions. Alors je sais que Mm. c'est difficile quand on n'a pas les réponses aux questions d'essayer d'évoquer ces sujets-là avec les patients, mais en tout cas de leur dire s'il y a quelque chose, il faut pas hésiter à en reparler au médecin parce que le médecin, il va souvent s'attarder sur les problèmes médicaux, enfin en première intention parce que c'est ça qui est important. Et enfin, l'objectif, c'est quand même de guérir le patient de son cancer, hein, c'est un fait. Oui, oui. Et il faut pas Et que le là, on parle patient plus il des effets hésite secondaires, ouais. à. Ouais. Mais du coup, justement, nous, il faut pas qu'on hésite à dire au patient de le ressolliciter et pourquoi pas même en tant que kiné, un chien le prendre mal si vous lui dites. Ben, je vois bien que le patient il est embêté parce qu'au niveau de la sexualité il y a rien qui reprend et il ose pas en parler ou je sais pas quoi. Hein. C'est Mm. et on a plein de solutions aujourd'hui et c'est dommage que les patients se privent de ça souvent juste par méconnaissance parce qu'on les a mal orientés ou parce Oui. qu'ils n'ont pas pensé à demander parce qu'ils se disaient le Mm. chirurgien il m'en parlera quand ce sera le moment. Puis, par exemple, je pense dans le cancer de la prostate, c'est toujours impressionnant d'avoir ce rendez-vous-là. Et on pense pas à avoir toutes les questions. Moi, je dis parfois à mes patients d'écrire sur un papier leurs questions et de regarder parce qu'ils oublient en fait Mm, complètement quand ils sont face au chirurgien parce que bon, on mm, parle de choses pas très sympas et parfois ils sont un peu passifs pendant le rendez-vous, je pense. mm, mm. Ouais. Oui, et puis après, le chirurgien, il montre parfois pas toujours un signe d'on a 25 minutes pour la consultation non plus. Mm. Alors il faut pas, enfin, ce qu'il faut faire en fait, hein, le mieux, c'est de demander un rendez-vous juste pour parler de ça, juste pour parler de sa dysfonction rectile, parce que quand c'est la question poignée de porte, c'est sûr, c'est toujours un petit peu compliqué pour traiter ce sujet-là, d'autant plus ce sujet-là.
Ouais, c'est sûr. Et de dire et de juste dire est-ce que je peux enfin on reprend un rendez-vous juste pour parler de la dysfonction rectile et du coup là le chirurgien il a le temps aussi pour parler de ça. Et moi ça m'arrive aussi avec certains patients hein, de prendre une séance entière où on ne fait que discuter en fait parce qu'il y a un moment où il craque parce que ben je croyais que ça allait pas me manquer etc puis finalement non ça va pas je satisfais pas ma femme ou enfin des Ouais, choses ouais. Bah, où il il y se a livre. la conséquence dans le couple. C'est ça, où Ouais. ils se livrent et ben c'est pas grave, on prend une demi-heure pour discuter, on fait pas de rééduc à proprement parler ce jour-là, mais en fait ça fait aussi partie pour moi de la rééducation et de l'accompagnement du patient. Il a pas perdu son temps, hein, Ouais, voilà. tout à fait. On a pu le rassurer ou Mm, évoquer des choses qui vont mm, l'aider, quoi. tout à fait. Pour revenir du coup à la rééducation, est-ce que on pourrait peut-être faire un petit point sur comment on fait la rééducation périnée masculine? Est-ce que c'est vraiment différent de la rééducation périnée féminine? Quelles sont les techniques? Donc, par exemple, en préopératoire, c'est vrai qu'on disait Magali. si Non, s'il non, n'y a c'est pas vrai. de réel Il souci y de a des commande, médecins qui nous écoutent, hein. d'accord, attention, on fait attention à ce qu'on dit. En rééducation préopératoire, si la personne arrive finalement à contracter avec nos explications, il n'y a aucun intérêt à faire un travail invasif. C'est quelques Mm, séances et on donne surtout des exercices à faire à la maison. c'est ça. Voilà, et que la personne ait bien compris comment fonctionne le Mm, périnée. mm. Au niveau de la rééducation post-opératoire, un mois après, une fois Ouais, que le délai de cicatrisation, je pense, est passé, là, on peut faire peut-être ouais, plus de choses s'il y a encore des grosses difficultés. Est-ce que tu peux ouais. nous en parler un petit peu? Alors, donc, il va y avoir des similitudes avec la rééducation chez la femme, mais la plus grosse différence, elle vient dans la pathologie en elle-même. C'est que là, l'intervention, pour simplifier, elle va ôter un muscle lisse qui faisait le travail de façon automatique sans qu'on ait besoin d'y penser. Et ça, c'est pas un phénomène chez la femme qu'on va connaître bah, sauf dans des cas de façon très rare, mais ça n'a rien à voir avec la physiopathologie d'incontinence chez la femme. Donc forcément, la rééducation, elle va devoir aussi être un petit peu différente. Ensuite, au niveau des techniques de ce qu'on va utiliser à proprement parler, on va pouvoir faire du travail manuel avec le toucher rectal, qui est important aussi d'un point de vue proprioceptif. Et il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment venir contrôler la qualité de la contraction musculaire. On va pouvoir travailler avec la sonde en biofeedback. Donc, on reproduit la contraction sur un écran et du coup, le patient, il peut vraiment visualiser ce qu'il va faire. Et ça, c'est super important parce que c'est souvent ça qui leur manque aux hommes, c'est ce schéma corporel, cette prise de conscience de ce qu'ils font. C'est un peu abstrait pour eux, c'est pas une zone dont ils ont l'habitude. Et le fait de visualiser, bah, ça va leur permettre de pouvoir se dire ah ben je croyais que je tenais, puis en fait non, effectivement, je tiens plus du tout. Ouais, Ou bah, voilà, ça permet vraiment pour eux de pouvoir objectiver une fonction qui est à l'intérieur et qui est pas forcément toujours facile à ouais, maîtriser tout à comme fait. ça. Et puis aussi, c'est la seule chose qui va nous permettre de vérifier debout ce qui se passe, parce que c'est une incontinence après l'intervention qui va avoir lieu lors des efforts, mais un effort, c'est pas forcément monter l'Himalaya, c'est juste qu'il va augmenter la pression abdominale. Donc quand on va se lever, quand on va s'asseoir, quand on va porter des choses, quand on va marcher, quand on va lever les genoux, etc. Et du coup, l'objectif, ça va être surtout de faire travailler les patients en dynamique, en charge lors de de ces mouvements-là. Et pour vérifier qu'il y a une contraction, alors automatique ou non, ça c'est un autre détail, enfin, c'est pas un détail, mais la sonde, ça va être une des seules choses qui va nous permettre de vérifier que cette contraction, elle est présente, en fait. Donc ça, je pense qu'il faut l'expliquer aux patients qui ont un petit peu de mal à accepter parfois le travail avec la sonde. Moi, personnellement, je j'ai jamais eu de patients qui ont vraiment refusé, mais quand c'est toujours pareil, tout vient de l'information. Je pense que quand ils savent pourquoi on doit utiliser tel ou tel dispositif, et ben en général, ils l'acceptent quand même beaucoup plus facilement, peut-être que quand c'est subi et ils ne comprennent pas Ouais, tout à fait. pourquoi, pourquoi on doit utiliser ça. Après, avec la sonde, on peut utiliser l'électrostimulation. Effectivement, moi, c'est pas quelque chose dont je suis super fan. Alors, à part tout ce qui est syndrome irritatif, où on va chercher à faire de l'électrostimulation à visée inhibitrice, si on est juste sur du renforcement musculaire et qu'on veut utiliser la sonde pour renforcer le muscle, c'est quelque chose que j'utilise très peu dans ma Ouais, pratique, ouais. déjà parce qu'ils Mm. sont rares les patients qui ont un périnée qui est vraiment faible, qui ont Oui, des oui. muscles qui sont vraiment faibles. Théoriquement, il faut qu'un muscle soit très faible pour qu'on cherche à faire de l'électrostimulation.
Et parce qu'en plus, donc comme on le disait, la sonde, puisqu'elle est elle est placée au niveau de l'anus, donc dans la partie plutôt postérieure du périnée, c'est pas du tout la zone qu'on veut que les patients finalement sur laquelle on veut qu'ils se concentrent. Et quand on vient apporter cette stimulation à ce niveau-là, et ben finalement, comme c'est en plus la zone qui est la plus facile à contracter pour eux, ils vont avoir tendance à se focaliser sur cet endroit-là et du coup ils vont un petit peu oublier la partie la plus importante qui est plus en avant. Mm. Et ensuite, tout ce qui est très important, c'est tout le travail de la compétence abdominale. Parce que pour avoir un bon périnée, il faut avoir des bons abdos, mais des bons abdos profonds. Et tout ce qui est le travail de la coordination abdominopelvienne, l'ajustement postural, etc. Tout ce qui va faire travailler la musculature profonde, en fait. Donc, travailler beaucoup sur des plans instables, gainage dynamique, des choses comme ça qui vont permettre d'automatiser vraiment, de chercher à renforcer cette automatisation de la contraction pour que les patients, ils doivent pas avoir à tout le temps contracter de façon volontaire. C'est un muscle qui n'est pas capable de toute façon de tenir longtemps. Donc, il faut pas chercher à leur demander de contracter trop longtemps. Et c'est par tous ces petits exercices-là qu'on arrive à faire tout ça. Donc c'est assez varié théoriquement. Ouais, c'est une rééducation à la fois sur le périnée et puis aussi en global sur le bassin et sur le ventre. C'est ça. Ouais, et la rééducation, là c'est un message à tous les gens qui nous écoutent. Quelle que soit la rééducation périnéale, presque j'ai envie de dire, la rééducation sur table de façon statique, ça doit être les quelques premières séances ou de façon très ponctuelle, mais la rééducation périnéale, c'est jamais ça. Non. Sinon, on s'ennuierait en fait. En plus, c'est ça. Mais on ne vit pas allongé, donc la rééducation périnéale ne doit pas se faire. Non, c'est clair. C'est un message hyper important à transmettre. Pour les médecins qui nous écoutent, par exemple, si vous voulez savoir si une rééducation était bien faite, si le patient il était tout le temps allongé, vous pouvez être sûr qu'en tout cas, ça ne veut pas dire que c'était pas bien fait, mais en tout cas, ça veut dire qu'il manque plein de choses. 98%. Ouais, puis en plus, en général, les patients, ils sont assez demandeurs quand on fait des travails sur le bassin, sur le ventre. Bah, c'est un petit peu plus fun que peut-être travailler avec la sonde où, en général, ils sont plutôt contents. Quoi. Ouais, moi, je travaille avec la Wii un petit peu aussi, des fois. Ah ouais, d'accord. Moi, je suis pas équipée. Il t'aime bien. Ouais. Tu m'étonnes. Et moi, je sais pas si mon frère regarde, mais merci à lui, c'est lui qui me l'a donné. J'ai une petite question pour savoir si t'as déjà arrivé, je bug ce soir, je commence à être fatiguée. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un patient qui te dit moi je comprends pas, on fait pas d'électrostimulation alors que moi mes copains ils ont fait que ça, mais pourquoi mais du coup pourquoi moi j'ai pas le droit? Ça t'est déjà arrivé? Oui, ça m'arrive plein de fois. Alors après, ça, c'est souvent un combat, surtout quand c'est des patients qui ont encore beaucoup de fuites. Ça arrive toujours sur ceux-là. Alors, j'essaye de leur expliquer, de leur dire, en fait, votre muscle, à vous, il est fort. C'est pas l'électrostimulation, elle va nous servir à renforcer un muscle. Et vous, regardez, votre est déjà fort. On le note sur 5, le vôtre il a 4 sur 5. Donc en fait l'électrostimulation elle va rien vous apporter. Là c'est un autre problème. Ce qui se passe c'est pas un problème de force, c'est la commande, l'automatisation, tout ça. Et ça c'est l'électrostimulation, elle est passive et c'est pas ça qui va vous aider à travailler cette partie-là. Après, quand ils sont vraiment trop insistants et que je vois qu'ils sont en boucle là-dessus, je cache pas que ça m'arrive pas de faire 2 séances pour qu'ils soient contents. Alors, on ne fait pas que ça, on fait 5 minutes en fin de séance ou en début de séance. Bref, comme ça, ils sont contents, ils l'ont fait 2-3 fois et puis après, on peut repartir sur autre chose. Mais quand ils sont en boucle, parce que sinon, ça marche pas. Ils sont trop intégrés, c'est pas mal. Ça. Au niveau de la rééducation masculine et la rééducation féminine, est-ce que tu trouves que l'approche est différente? Oui. Alors, c'est complètement différent. Dans le sens où les patients, ils vont être beaucoup plus... Alors, souvent, des fois, ils sont un petit peu dérangés du fait qu'on est des femmes. On répondra à toutes les questions après. Je le dis juste, on l'avait dit. Nicole, je vois que c'est Nicolas. Au tout début, on a dit qu'on répondra après, comme ça, on coupe pas. Mais t'inquiète pas, coupé, ça y est. Si tu dois partir, je t'enverrai un petit message avec la réponse à la question. Donc du coup, oui, si c'est différent déjà parce que voilà. Super. Au niveau de l'approche, merci Nico. Au niveau de l'approche, non,
C'est différent parce que souvent ils vont avoir une pudeur qui va être beaucoup plus importante, d'autant plus avec le fait qu'on est des femmes. Au départ, il y a parce qu'on est quand même beaucoup de femmes en rééducation périnéale, et ils vont avoir une espèce de pudeur, oui, qui va être, mais qui va finalement très très vite se masquer, je trouve, quand ils vont voir que c'est à nous de les mettre à l'aise en fait. Si on connaît notre sujet, qu'on sait de quoi on parle et qu'on peut répondre à toutes leurs questions et qu'on leur montre euh, qui sont là pour ça, en général, ça se lève assez vite. Mais après dans la prise en charge, oui, ça va être différent. Alors, des fois, on a l'impression qu'ils peuvent être à la fois beaucoup plus actifs et beaucoup plus demandeurs que certaines femmes qui sont fatalistes parce que c'est comme ça. Toute ma mère, ma tante, ma sœur, elles ont toutes des descentes d'organes. Alors bon, je fais ça parce qu'on m'a dit de le faire, mais on finira par me poser ma bandelette et puis voilà. Non, les hommes, ils sont quand même un peu moins dans cette dynamique-là. Ils ont envie d'être pris en charge. À la fois, il y a ceux-là. Mais il y a aussi les hommes qui dès le début, sont vraiment dans un cercle vicieux où ils se morfondent sur eux-mêmes et où je trouve que c'est ces patients-là avec lesquels on va avoir le plus de difficultés parce que c'est très, très difficile pour arriver à les faire sortir de ce cercle vicieux et ouais, des fois on se sent seul par rapport à ces patients parce qu'on voit bien que le problème il est ailleurs en fait. Ouais. C'est pas que la fuite, c'est tout l'impact justement qu'il va y avoir sur la vie sociale, conjugale, etc. Et finalement le problème tant que c'est pas réglé dans la tête et qu'ils sont omnibulés par ça fonctionne pas, ouais. Tu travailles directement à l'hôpital avec un psychologue, du coup, ou pas? Non, alors malheureusement, nous, ça nous manque beaucoup, beaucoup dans le service. C'est qu'on on n'a pas du tout de psy. Et du coup, ça nous manque. Mais en fait, on a pas mal de collègues psychologues, entre autres, qui sont formés en plus, qui ont le DU de sexo. Et donc, C'est du top. coup, on a des interlocuteurs comme ça en ville qui peuvent recevoir nos patients et on a des petites réunions de sexo où on peut échanger sur les dossiers des cas un petit peu complexes. Mais après, je trouve que Ouais. c'est assez difficile dans ce moment-là. C'est différent, un patient qui vient parce qu'il a des troubles sexo, il va vouloir se prendre en charge. Par contre, un patient qui vient parce qu'il a un cancer de la prostate à la base, il a été opéré, il a des troubles, si on lui dit qu'il faut aller voir un psy, pas comme ça, bien évidemment, même malgré toutes les formes qu'on peut y prendre, pour lui, il dit mais c'est pas ça le souci, c'est mon intervention qui m'a rendu comme ça. Et ils ont beaucoup plus de mal à faire la démarche, je trouve, d'aller voir quelqu'un. Si on avait quelqu'un dans le service, Ouais. on est persuadé qu'il pouvait rencontrer plus facilement comme ça. On est persuadé qu'on aurait peut-être plus d'impact, mais c'est comme ça. Ouais. Ce que je retrouve le plus, c'est que c'est vrai que c'est vraiment tabou en fait chez les hommes plutôt, les fuites Mm. urinaires. C'est beaucoup plus banalisé chez la femme et un peu trop parfois. Et c'est vrai que parfois, tu vois, moi je retrouve des patients, c'est leur femme qui les accompagne, ils sont pas bien au premier rendez-vous, alors qu'au final on fait que discuter et du Ouais. coup ça les rassure de voir qu'en fait tout va bien. Mm. On met les C'est choses ça, en ouais. place et on discute, mais je pense que le premier rendez-vous n'est peut-être pas simple. Ouais, surtout peut-être en libéral, vu que c'est peut-être rassurant aussi d'avoir le kiné du Alors, médecin à l'hôpital. ouais, la tenue et tout ça, le simple fait d'être dans un environnement stérile pour le coup, aseptisé et connu en fait de la part du patient parce que c'est pas la première fois qu'il vient, il sait où aller, il sait où Ouais, c'est s'asseoir dans la rassurant. salle d'attente, il sait où c'est rassurant. Et pour le coup, hein, toutes les consultations d'annonce et les séances pré-op, en fait, on les fait alors pas en Covid malheureusement parce qu'il y a plus trop de droit aux accompagnants, mais en fait, on les fait avec les épouses Ok. régulièrement. Et elles ont autant de questions qu'eux. Ouais, c'est Pas vrai, les tout mêmes à des fait. Ouais. fois, Mm. hein, souvent, mais ouais. Non, non, ouais, c'est des bons soutiens, mais parfois trop. Moi, je les mets toujours en garde quand en pré-op, elles répondent à leur place, etc. Je leur explique, je leur dis, mais c'est à lui, hein, c'est lui qui va devoir faire, donc il faut aussi que vous acceptiez de le laisser se prendre un petit peu en charge, parce que vous n'allez pas pouvoir faire ces exercices à sa place. Et Ouais, c'est c'est ça, important tout qu'il à fait. s'autonomise, quoi. Même Ouais, sur c'est la clair. prise de rendez-vous, quand des fois c'est les épouses qui appellent pour prendre le rendez-vous, mais il va pas bien, si, bon bah il peut appeler, lui. Mes Mais moi, patients, ils j'ai. savent, c'est eux qui doivent Ouais. m'appeler. C'est des choses bêtes. Après, peut-être que je suis un petit peu un dictateur totalitaire, mais en fait, c'est des choses qui vont s'impliquer directement, je trouve. Mais je pense que dans mes patients hommes, j'ai la moitié où c'est leur épouse qui prennent les rendez-vous. Ouais. Tu vois. Bah ouais. Bah moi, ils savent Donc, qu'ils peuvent pas faire ça. Ils le font une fois, pas deux.
Est-ce que on a fait le tour? Est-ce qu'on répond aux questions? Qu'est-ce que tu en penses? On peut répondre aux questions, ouais. À dire aussi que pour les kinés, s'il y a des kinés qui nous regardent, Émilie, elle intervient au congrès de l'AFU, jeudi 19 novembre. C'est sur quel sujet, Émilie? La rééducation masculine à l'épreuve de l'evidence-based medicine. Ok, tout un problème. Et oui, tout un programme. Donc, pour la réponse de Nicolas, il existe un réseau pour la prise en charge masculine du périnée. Alors, je pense qu'il en existe plusieurs. Après, il faut encore que les... Donc là, on parle des kinés en libéral. Il faut encore que les kinés adhèrent au... Donc là, peut-être C'est qu'il y a ça. des gens qui sont Alors, qui en n'adhèrent fait, pas. Ouais. aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule association en rééducation périnéale, c'est la REP qui est devenue la FREP, La FREP, puisque ouais. la CIREP a décidé de changer un petit peu d'orientation. Donc, en termes d'association vraiment qui va pouvoir représenter les kinés qui font de la rééducation périnéale, l'éducation périnéale, hein, pas que l'homme, ça va être la FREP, mais on est en train de créer des antennes locales et il faut qu'on arrive aussi à se structurer. Par contre, il n'y a rien qui va faire que sur la rééducation masculine. Après, il y a la NAMACAP, l'Association nationale des malades du cancer de la prostate, qui référence aussi pas mal Ouais. d'interlocuteurs. Après, sur Et la puis FREP, toutes les autres. il y a... Je pense qu'il est écrit uro-femme, uro-homme, Oui, anorectal, non, bien sûr, douleur. tu peux Donc choisir là, c'est... comme sur Voilà, les sites, comme sur le IRPP et tout ça, les organismes de formation, on peut choisir la façon dont, enfin, les formations qu'ont eu les gens, mais il n'y a rien de façon spécifique à l'homme. tout à fait. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions, Émilie. Ils sont timides. Si, il y en a une là. Je ne sais pas si Ah, c'est opportun de poser la question ici. Je serai formée en rééducation périnale masculine début décembre. Est-ce que la sonde à double ballonnet est nécessaire? Alors, tu veux répondre? c'est comme tu veux. Après, moi, je l'utilise en anorectal. Je l'utilise pas C'est ça, hein. en uro. En fait, en fait euh, le, la rééducation périnéale masculine, c'est la rééducation uro de l'homme, urologique. La voie Ouais, d'abord, elle est au niveau de l'anus parce qu'ils n'ont pas de vagin. S'ils avaient un vagin, on passerait chez la femme plutôt par le vagin. Mais du coup, il n'y a pas besoin de sonde à double ballonnet. Parce que la sonde à double ballonnet, dans sa fonction, son travail, ça va être de travailler les pressions au niveau du rectum. Et donc là, c'est pas du tout la symptomatologie que vont avoir les patients. Ils vont vraiment avoir des fuites urinaires et on va travailler plutôt la composante musculaire. Donc, tu n'as pas besoin de sonde à double ballonnet pour faire de la rééducation après les prostatectomies ou enfin, chez les patients hommes qui ont des problèmes urinaires. Par contre, chez un patient homme qui aurait un problème anorectal, de voilà. constipation ou d'incontinence Ou chez anale, la oui. femme. Ou chez la femme d'ailleurs. La Ouais. sonde à Mm. double ballonnet, c'est vraiment par rapport au travail anorectal, que ce soit chez l'homme, chez la femme ou chez l'enfant. Par contre, Ouais, juste tout à fait. une petite question, moi, enfin un petit détail, moi ça m'arrive parfois quand même de devoir utiliser une sonde à ballonnet chez les hommes en prostatectomie qui ont été irradiés par exemple et qui ont des rectites et ou des problèmes au niveau anal. Et là, il faut savoir s'adapter. On a des autres matériaux et du coup, ben, j'utilise ces sondes-là parce qu'elles sont beaucoup plus petites et elles permettent un travail debout comparé à d'autres sondes qui peuvent être plus petites mais qui pour moi ne me satisfont pas dans le travail debout. Ok. Donc je les utilise parfois mais d'un usage détourné. Autre particularité, peut-être par rapport à ton travail au CHU, tu t'occupes aussi des rééducations post-opératoires après cancer de la vessie, il me semble. Ouais, et prêt aussi, Ouais. parce qu'on aime bien voir Et les gens pré avant et post. l'intervention chez nous. C'est bien. Ouais, alors les cancers de la vessie, c'est beaucoup moins Ça, fréquent je n'en fais pas, que les tu vois. cancers de la prostate. Ouais, c'est beaucoup moins fréquent et c'est très intéressant à prendre en charge parce qu'il va y avoir le versant incontinence urinaire parce qu'on note aussi la prostate quand on va retirer la vessie parce que c'est une cystoprostatectomie, on note les deux. Donc il va y avoir tous les problèmes d'incontinence urinaire liés à l'ablation de la prostate et du sphincter lisse, mais il va aussi y avoir des problèmes de rétention par rapport à la vessie. On va refaire une vessie en intestin. En fait, on prend des anses intestinales et on fait une poche qu'on va venir mettre à la place de la vessie. On rabouche les uretères et l'urètre. Et le problème, c'est que c'est une poche, en fait, qui doit faire 200 millilitres, même pas. Et il va falloir apprendre au patient, alors à la fois à bien vider cette poche, parce qu'il n'y a pas de pouvoir contractile comme l'avait la vessie, donc elle va avoir du mal à se vider. Donc à la fois, il faut apprendre au patient à faire des mictions poussées, à les faire de façon répétée,
ils vont peut-être devoir se sonder parce que si ça se vide pas bien, ils peuvent faire des infections urinaires et ça va vite tourner en pyélonéphrite, ça va remonter au rein parce que c'est petit, donc du coup forcément ça remonte vite très haut. Donc ça, il faut particulièrement l'éviter. Et en même temps, donc il faut apprendre à vider la vessie, il faut lutter contre les fuites et il faut aussi leur apprendre à distendre cette poche pour qu'elle devienne fonctionnelle. Parce qu'au départ, s'ils sont obligés d'aller faire pipi toutes les heures et demie, c'est pas viable. C'est pas viable à long terme. Donc c'est une prise en charge qui est beaucoup plus complète sur le plan de la périnéologie parce qu'en fait, on va devoir faire appel à plein de choses qu'on utilise pour plein de types de rééducation d'habitudes distinctes. Mais là, on doit tout faire sur les mêmes patients. Donc, Pour cette c'est aussi un petit peu. rééducation, pour cette rééducation-là, tu as eu une formation à l'hôpital ou c'est une formation kiné? C'est Pour pas, le cancer de la vessie, justement, la c'est rééducation pas du une premier poste. formation. Je suis en train de je sais plus si en stage j'en avais vu une, peut-être. J'en avais peut-être vu une ou j'en avais une dans la transition entre la kiné qui était là avant et moi. Mais en fait, après, c'est juste du bon sens et c'est là que notre bilan, il est important. C'est que si on regarde tous les déficits du patient et les problématiques qu'il a, on connaît, après ça c'est notre travail à la maison le soir, c'est quoi c'est quoi le cancer de la vessie, c'est quoi une cystoprostatectomie, c'est quoi une entérocystoplastie, on cherche, on comprend, et puis Ça, alors je sais pas, tu vois. moi l'avantage c'est vrai que je peux aller Ouais, au bloc, je peux demander facilement au chirurgien, ouais, c'est cool ça. etc. et on peut comprendre ça. Il y a très peu de papier, c'est vrai, sur ce type de rééducation. C'est un projet. On va voir quand est-ce que ça aboutit. Mais non, c'est vrai que c'est très peu traité dans les formations parce que ça représente quand même beaucoup moins de patients. En fait, les patients, quand ils vont avoir un cancer de la vessie, déjà, les gens meurent beaucoup plus du cancer de la vessie infiltrant un gros cancer que du cancer de la prostate. Et en fait, on va essayer pour les plus jeunes de faire cette poche avec de l'intestin. Mais après, d'un point de vue mécanique, le chirurgien, il va pas toujours être capable de le faire. Et donc après, ils ont une poche, ils ont un briquet, une poche directement au niveau du ventre pour faire sortir les urines. Et donc du coup, tous les patients, même qui seraient éligibles à avoir cette entérocystoplastie, cette néovessie, ils vont pas tous l'avoir pour des raisons techniques. Donc du coup, ça fait qu'il y a quand même très peu de patients. Nous, je sais pas, sur Besançon, on en a peut-être 2 ou 3 par an, max, grand max. D'accord, ok. Donc voilà, par Euh, rapport aux 60 prostates, quoi. ouais, c'est ça. Au niveau on parlait de RCP tout à l'heure, où que tu assistes à l'hôpital. Est-ce que les médecins, ils savent les techniques que tu utilises? Est-ce qu'ils sont déjà venus voir une séance Alors oui, on fait pas de, il y a une RCP d'onco auquel j'assiste pas parce que c'est le jeudi soir, ils doivent encore y être là d'ailleurs, c'est un peu tard. Et, euh, et c'est pas forcément, super intéressant pour nous. Après, on discute assez facilement comme ça dans le service. Ils savent, oui, je pense que la plupart, si on parle des chirurgiens en place, la plupart sont à peu près au courant de toutes les techniques que je vais utiliser. Et c'est pareil, j'invite tout le temps les internes ou les externes à venir avec moi des journées en consulte. Et c'est super important, je trouve, en tant Ouais, que kiné à l'hôpital. Pour moi, je pense que notre rôle, il est aussi là. Et ça, dans tous les services, c'est valable, pas que par rapport à ça. Mais c'est à nous de montrer aux médecins, c'est nos prescripteurs, on travaille que sur prescription médicale aujourd'hui et c'est aussi difficile pour eux de savoir quand ils vont pouvoir faire appel à nous. Et il faut qu'on leur montre ce qu'on fait pour qu'ils puissent, ce qu'on disait tout à l'heure, juger de façon... c'est malheureux, mais aujourd'hui, on en est quand même là dans notre profession sur plein d'aspects où... moi, ça m'embête quand j'entends la kiné, ça marche pas. Non, c'est pas la kiné qui marche pas, c'est quel kiné a été quel type faite de et rééducation a été faite? Ouais, quel tout à type fait. de voilà qu'est-ce qu'on a proposé aux patients et ça c'était peut-être pas complet et si le médecin il sait pas juger ça et ben des fois on va réopérer des gens peut-être un petit peu vite alors qu'en fait il manquait juste des compléments donc Mm. oui il y a pas mal des chirurgiens qui sont dans mon service qui savent un petit peu poser les bonnes questions pour ça et puis quand ils savent pas ils me posent la question et quand il y a des nouveaux trucs ils me demandent bah, le patient il m'a dit que tu avais fait ça puis on essaye entre nous aussi de se dire quand il y a une nouvelle technique, ben tiens, je vais vous en parler. Et puis voilà, Ouais. c'est important. Et Et puis on donc, fait aussi, on essaye de faire à destination des médecins généralistes tous les 2 ans une petite session de formation un petit peu. Il y a 2 ans, voilà, le chef de service m'avait demandé de présenter justement la rééducation périnéale en urologie. Qu'est-ce qu'on fait?
Ah, bah, c'est super pour bien, parce que c'est vrai qu'il y justement, ouais. a pas mal de médecins généralistes qui savent peut-être pas qu'on intervient au niveau anorexia et au niveau Mm, de l'homme. Souvent, c'est vrai que ouais. l'éducation Mm, périnnéale, on pense aux mamans ou à la rigueur aux urinaires plutôt mm, féminines, quoi. Donc tout à ça, c'est fait. important. Et c'est aussi important de préciser comment s'est passée la rééducation, mais aussi notamment dans les études, parfois c'est pas toujours précisé. Et, je pense que je me trompe pas, Émilie. C'est Enfin, exactement le problème. mm. Ça va être regardez jeudi mon intervention à l'affût. Donc c'est en virtuel cette C'est le année, c'est pour gros. ceux qui veulent participer. Ouais, donc tout le monde pourra voir à nouveau. C'est le gros problème des études en rééducation en fait et de tout clairement de tout ce qui est thérapie non médicamenteuse parce que c'est très compliqué de standardiser quelque chose. Enfin, dès notre première année à l'école de kiné, on nous dit il n'y a pas de recette magique, ce qui est hyper frustrant hein, quand on commence, quand on est jeune étudiant kiné, qu'on dit mais je comprends pas, il nous dit pas ce qu'on doit faire en fait là. Et du coup, c'est ça qui fait que c'est très compliqué de pouvoir faire des protocoles de recherche. Si on voulait faire des choses vraiment béton, il faudrait se dire, eh ben, tous les patients, on leur fait par exemple 7 minutes Ouais, c'est d'électrostimulation ça. à 60 Hertz, Mm. à 25 milliampères, quels qu'ils soient, ceux qui ont mal, ceux qui ont pas mal, c'est pareil. Et du coup, ben, on voit tous les résides ça, et donc du coup, ben, Parce que ça chaque patient est complexifie. différent et donc on peut jamais C'est faire la ça. même rééducation. Voilà. Ça complexifie quand même vraiment beaucoup nos Ouais. études et la fiabilité du coup pour avoir des vrais essais contrôlés randomisés en réduc, c'est hyper difficile. C'est pas impossible, mais c'est hyper difficile. Je pense que Non, c'est clair. c'est pas possible avec tous les sujets non plus. Et Alors, du coup, la question, ouais, est-ce qu'il y avait un ce que je guide regardais. d'infos pour la section masculine en post-op, qui serait évidemment un complément de la rééduc? Alors, je sais pas, est-ce que ta question, elle est d'un point de vue rééducation sur la prise en charge de la sexo ou de façon générale les outils qui sont disponibles pour le patient Est-ce qu'ils ont un petit en livret avec sexo? les différents traitements sur la dysfonction érectile Ouais, alors en fait, c'est une petite fiche d'information nous qu'on leur remet avant l'intervention, où on leur parle de tous les dispositifs qui existent et ils vont revoir de toute façon le chirurgien urologue et andrologue, ils vont le revoir de façon systématique s'ils le souhaitent après. Donc Ok. voilà. Mais est-ce qu'il y a un guide après quelque chose? Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'il y a quelque chose de déjà tout fait comme ça peut exister? On voit que Coloplast pour l'incontinence urinaire, ils ont fait des petits fascicules à destination des patients. Ouais. Comme ça, j'en ai pas connaissance. Après, Mais Coloplast, ils sont accessibles aussi, ils sont vraiment dispo au téléphone. Parfois, moi, je ouais, dis à mes patients de les appeler parce qu'ils s'y connaissent mieux que moi là-dessus. ouais, Et ils sont assez réactifs, et ça, c'est important, je ouais. pense, d'avoir cette Euh, assistance. mais par contre, pour aller un petit peu plus loin dans cette question, clairement, en post-op des prostatectomies, la rééducation, on n'est pas, on n'est pas les plus efficaces, loin de là, hein, parce que c'est une histoire enfin, globalement des nerfs qui ont été sectionnés, Mm. et ben ça, on peut pas, c'est pas nous qui allons Je peux pas les bien faire pouvoir le pousser. prendre en charge. C'est ça. Ouais, c'est ça. On peut accompagner le patient dans sa prise en charge, mais par contre, on va pas pouvoir faire mieux que certaines prises en charge médicales. Bien au contraire, elles seront beaucoup plus adaptées, beaucoup plus rapides. Et je pense qu'à un moment, il faut aussi penser au patient et à son mal-être et à Tout à sa fait. volonté de justement combattre tous ces handicaps qu'il a à vivre après son intervention et proposer les choses qui sont les plus adaptées pour lui. Pour l'incontinence urinaire, c'est la rééducation, il n'y a pas trop de débat à ce sujet. Par contre, pour la dysfonction érectile, en post-opératoire des prostatectomies, d'accord, parce qu'il y a plein de dysfonctions érectiles sur plein de sujets différents où on pourrait être utile, mais en tout cas, en post-op des prostatectomies, à part dans l'accompagnement du patient, où là, on va pouvoir le guider, c'est vraiment des thérapeutiques médicales. Ouais, nous, on pourra ouvrir le dialogue parce qu'ils Ouais. voient moins souvent le médecin, surtout en libéral. Mm. Mais par contre, oui, on les alors moi, je le redirige vers l'urologue, tu vois. Mais Ouais. bon, je me Mm. dis qu'il doit savoir mieux que moi, en tout cas. Ouais. Mais l'andrologue, je Mm. n'ai pas de contact, tu vois. Ouais. Ni dans la Ah bah clinique où ils se font opérer. après, nous, si tu veux, enfin, les andrologues, ce sont des urologues, mais qui ont fait des formations un Du peu sexe, ouais. complémentaires. Pas de sexo, c'est encore une chose différente. L'andrologie, c'est vraiment, ouais, enfin, c'est vraiment la partie qui va s'occuper vraiment plus des maladies au niveau euh, de la, du côté hormonal et tout ça aussi de l'homme, quoi.
au niveau des maladies de la péronie, tout ce qui est vraiment Ouais. pas de la sexualité dans le sens sexo, mais des problématiques de la verge et tout ça aussi. Après, il y avait une autre Et guide, donc question. du coup, guide tout Ouais. fait, j'ai pas, comme ça, j'ai pas, mais si jamais je retrouve, je te dirai. Et il y avait une question, c'était est-ce que vous recommandez un matériel d'électrostimulation de biofeedback en particulier? Après, il en faut un au Au moins pour pouvoir. cabinet, ouais, non, mais au Ouais. cabinet ou, Bah, c'est pas précisé. Alors, si c'est au ou cabinet, au patient à la maison sur smartphone. bah, si c'est au cabinet, ça dépend de ton Euh, budget aussi, parce que je selon les préfère pas marques, il y a répondre des à cette marques, question. des. Toi, tu bosses avec le matériel délivré par l'hôpital, du coup, Moi, j'avais, Émilie. ouais, mais c'est nous qui le choisissons, donc c'est pas, Ah ouais. moi j'avais Easy, j'en étais super contente. Seulement, bah, ma voix manométrique était foutue, fallait qu'on change l'appareil pile au moment du gros bazar. Donc du coup, on est passé sur les Phoenix, on a changé de Pédia parce que comme ça c'est plus simple, on achète les mêmes à chaque fois et c'est beaucoup plus simple. Et en fait, on est passé sur le Phoenix Liberty, toutes Ouais, les pareil, deux. ouais. Et Mm. moi, clairement, il n'est pas du tout adapté en fait à mon activité dans le sens où en fait le sans fil est top. Clairement, c'est top le sans fil pour pouvoir faire ce qu'on veut, la liberté de mouvement, tout ce qu'on veut, etc. Mais en fait, à l'hôpital, on a beaucoup trop d'interférences. Et Et en ça fait, bug. ça Ouais. se coupe, mais de façon plus que quotidienne. En fait, avec le même patient, ça peut se couper 5, 6 fois malgré le fait qu'on change de voix, etc. Donc après, si tu es dans ton cabinet toute seule et qu'il n'y a pas grand monde aux alentours et qu'il n'y a pas de micro-ondes, parce qu'attention, le micro-ondes fait bugger le sans fil, tu peux aller sur du Phoenix sans problème. Mais du coup, là, ben, dans pas longtemps, je repasse sur du filaire parce que c'est juste plus possible pour les patients de devoir reparamétrer les trucs 12 fois, ouais. Donc après, Ouais. si tu veux vraiment te former en rééducation périnéale dans son ensemble, il faut que tu aies un appareil qui fasse de la manométrie. Si tu vas te former en rééducation anorectale après, je n'ai aucun doute là-dessus. Donc il faut dès le début penser à ça, hein. Soit tu achètes déjà quelque chose qui te permet d'avoir des voies manométriques ou sur lequel tu vas pouvoir rajouter ça. Et il n'y a pas 12 000 appareils, il y a donc la Mm. marque Phoenix avec plusieurs modèles, voir en fonction de ton budget. Ah, ouais, ça a coupé. Donc le Biosteam que je connais pas personnellement. Et puis la société Natech qui est celle qui a repris Easy et qui va refaire le même appareil. Et Donc moi, je voilà. suis avec le Phoenix Liberty. J'ai pas de bug, mais je travaille pas dans un hôpital. Donc, Non mais je change de pièce Émilie parce c'est que je n'ai vraiment plus que de c'est très... batterie. Ben moi aussi, il me reste 20%, figure-toi. Ah bah Il me voilà. reste encore un petit Alors, peu. posez vos dernières questions avant qu'on termine. Est-ce qu'il y a encore des questions? Et ben, je crois qu'on a fait le tour. Et là, c'était top. Donc, si vous êtes kiné et que le sujet vous intéresse, vous pouvez revoir Émilie au congrès de l'AFU jeudi. Vous pouvez encore vous inscrire et il est en virtuel. Il dure pas très longtemps en plus, je crois, cette année. Non, c'est entre 11h et 13h30, entre 14h, un truc comme ça. Ouais, ça a été très réduit. Il n'y a plus que les interventions qui touchent de la rééducation masculine. Je crois il y avait 2, 3 autres choses. On nous a demandé de réduire un petit peu nos préservations, nos présentations aussi. Donc voilà, on espère que ça vous plaira malgré les conditions. C'est un peu particulier, mais c'est mieux que rien. Puis on restera Ouais. disponible pour répondre à vos questions par rapport à nos interventions aussi, parce que je pense que vous en aurez. Bon, ouais, voilà. Donc n'hésitez pas à vous former si vous êtes kiné, si vous faites du périnée, s'il vous plaît, formez-vous à l'homme. Parce que c'est Mm. tout aussi intéressant et puis vous apprendrez encore plein de choses dans ce domaine-là. Merci à toi, Émilie, Ben, de merci t'avoir à toi. rendu disponible. C'était top. Et ça n'a pas trop Ouais. bugué, donc c'est Non, bien. c'est cool. Et donc voilà, on a fait quand même 1 heure, c'est passé vite. J'ai pas Ouais. vu le temps passer, donc merci à toi et c'était super intéressant d'avoir ton expérience et ton retour et surtout d'un poste où tu travailles à l'hôpital. Ouais. Et il y en a pas beaucoup des postes comme ça, donc c'était Non. super intéressant d'échanger avec toi. Ouais. Mais allez démarcher les hôpitaux aussi autour de vous. C'est compliqué la création de postes, c'est compliqué ces redéploiements et tout ça, mais il y a plein de choses il y a plein de choses à pouvoir faire et c'est bien le salariat aussi. Ouais, je pense qu'il y a des bons côtés, c'est sûr. Bon bah merci à toi et merci aux personnes qui sont restées les Jusqu'au huit bout. dernières personnes jusqu'au bout. Ouais, voilà, merci 7, beaucoup ça y est, et t'en as perdu une. ah voilà.
Elle s'est dit, ça y est, c'est fini, je me casse. Ouais. Bon, bah voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi, Émilie. Ouais, bonne soirée à tous. Et puis voilà, on est sûr que ça vous a plu. Salut! Salut.